Donc, une fois de plus, merci pour de prendre du temps avec nous aujourd'hui pour parler de la prévention concernant la fuite de données. On va en discuter avec Romain. Romain, si tu veux te présenter, je te Ouais, laisse. bien sûr, avec plaisir. Alors, donc moi, j'interviens chez Tionis, qui est un partenaire de longue date de Nedrix, en tant que sales spécialiste, notamment sur les technologies Nedrix. Et donc, on travaille en partenariat avec Anthony et puis d'autres intervenants de leur côté pour accompagner nos clients sur tous ces sujets qu'on va aborder aujourd'hui pendant ce webinaire. Super. Et donc, je suis Anthony Moilic, je suis le field CISO de Netrix pour la région IMIA et APAC. Rapidement, parce que c'est vraiment pas l'objet, hein, qui est Netrix pour ceux qui ne le connaissent pas, et il en existe encore, je sais. C'est une société américaine éditrice de logiciels qui finalement dans le mot d'ordre d'essayer de protéger les données tout en sécurisant également les identités. On est effectivement présent un petit peu partout. On reviendra tout à l'heure sur l'offre, mais on va se concentrer d'abord sur notre partenaire élite qui est Tionis. Alors, Tionis fait partie d'un groupe plus large qui s'appelle le groupe Constellation, qui regroupe un certain nombre de sociétés ayant chacune leur expertise et regroupées au sein de pôles d'activité. Donc, on en dénombre 4 aujourd'hui, qui sont les pôles cloud et infogérance, les pôles data et applications, le pôle transformation et résilience et le pôle fondation IT, duquel Tionis fait partie, et dont la mission, je vais passer à la slide suivante, et dont la mission consiste en fait à accompagner ses clients dans la sécurisation du SI, donc la sécurisation des utilisateurs, des données, des accès. Donc c'est dans ce thème-là qu'on va surtout retrouver les sujets Nedrix, tout ce qui concerne la fuite de données. Et puis on accompagne également nos clients sur les sujets d'optimisation réseau et accès aux applications, et sur tout ce qui va être maîtrise du SI dans la performance utilisateur. Comment est-ce qu'on garantit le ressenti utilisateur, un ressenti utilisateur qui soit le plus optimal possible, compte tenu de toutes les technologies qui peuvent se télescoper. Voilà. Donc, comme on l'a dit, Tionis et Nedrix, c'est un partenariat de longue date qui a commencé en 2019, avec lequel on a travaillé et on a pu grandir ensemble sur ces sujets-là, ce qui nous a permis d'obtenir le statut de partenaire élite. On n'en dénombre que 2 aujourd'hui en France, donc on est un interlocuteur de référence sur ces sujets-là, et qui a été reconnu en 2022 avec une récompense de Best Business Project qui nous a été remis, et en 2024 pour la plus forte croissance sur les technologies Nedrix, donc le trophée qui nous a été remis également à ce moment-là. Super, bravo pour tout ça. Merci. Donc on va en discuter un peu plus, mais l'intérêt des solutions Netrix, c'est effectivement de pouvoir essayer de protéger l'accès aux données. Alors je dis bien essayer, on n'a aucune solution de nos jours qui existe qui va empêcher tous les attaquants à 100% d'accéder à vos informations, mais l'idée en tous les cas, c'est de pouvoir les ralentir et de pouvoir freiner un petit peu leur capacité à vous voler les données, ou en tous les cas les chiffrer, ou vous demander des rançons. Donc le point à droite, c'est effectivement sur les données. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on fait cette gestion de la sécurité des données sur le cloud privé, les clouds publics, et évidemment sur les postes de travail. On y reviendra tout à l'heure parce que je pense que c'est important de considérer le poste de travail, car c'est évidemment de plus en plus par là que les données fuitent. Et quand on voit les attaques récentes, on s'aperçoit que ça passe pas forcément par un cloud, ça passe pas forcément par des choses très compliquées, ça se passe par la compromission d'un accès à un ordinateur, à un serveur, à un poste de travail, et quelqu'un qui essaie d'exfiltrer les informations par ce moyen-là. Ce n'est pas forcément le cloud qui va vous protéger, on y reviendra tout à l'heure, c'est vrai qu'on a plutôt une offre autour de la protection du poste de travail dans ces cas-là. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le chemin d'accès de ces attaquants, c'est effectivement d'abord d'essayer d'accéder à votre infrastructure et aux identités. Les identités, c'est finalement ce qu'on se disait quand on parle de projet avec les équipes Tionis,
c'est que on a cette capacité à protéger l'information. On a un produit qui est excessivement connu sur le marché français, notamment qui est Netrix Auditor, qui vous permet de savoir effectivement si toutes vos permissions sont bien positionnées et si derrière, ben, une personne a les droits nécessaires et suffisants pour accéder à l'information. Donc très bien. Maintenant, je vais prendre l'exemple de Romain. Si Romain, on est capable de dire qu'il a effectivement cette notion de least privilege qu'on entend souvent, ou en tous les cas les droits suffisants pour faire son travail, si on fait la traduction française, c'est bien, c'est même parfait, c'est même très bien. Le point, c'est que si derrière Romain, on est capable de voler son identité en quelques secondes, bah, ça pose un souci, puisque du coup, tout ce qu'on a fait auparavant n'a aucun intérêt. Donc c'est pour ça qu'un petit peu avec l'offre Netrix, on a cette capacité, et avec Tionis, l'accompagnement, on est capable d'avoir une démarche assez complète qui vous permet vraiment d'avoir une approche à la fois de données sécurisées, mais aussi d'identité sécurisée. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire quand on parle des fuites de données? Bon, on voit qu'il y en a quand même beaucoup des acteurs. Alors, on ne les a pas nommés parce que bon, c'est pas très sympa de les nommer, mais bon, ça se retrouve assez facilement dans la presse. L'idée, c'est qu'il y en a énormément des fuites de données. Et on en voit presque tous les jours. La dernière, dont j'ai été victime, c'était Free. Je dis que je n'allais pas citer des noms d'organismes, mais bon, voilà, j'étais directement touché par ça. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette notion de fuite de données et d'avoir des informations qui sont exfiltrées. Dans bien des cas, quand on regarde un petit peu tous ces cas, et on les a sur tous les secteurs, une administration, la grande distribution, un hôpital, un opérateur, dans bien des cas, ce qu'on était incapable de faire au niveau de l'opérateur ou de la société, c'est d'empêcher l'exfiltration. D'accord. Là, on arrive aujourd'hui sur une dimension qui est pour savoir si une donnée doit être, par exemple, qu'elle est acceptable de faire sortir cette information, il faut bien la classifier. Pour la classifier, ça pose des problématiques de savoir où sont les données exposées, est-ce qu'elles sont sensibles, et derrière, est-ce que j'ai un moyen de les protéger. Donc, c'est ces points-là qui sont importants. On les a cités ici en termes de documents et d'informations. Ce qu'il faut voir, c'est que avant, on parlait de ransomware. Les ransomware existent toujours. Et on a des solutions, une fois de plus, pour vous protéger contre les attaques de ransomware. Mais en général, le chiffrement, il s'accompagne aussi avec un vol de données pour les utiliser a posteriori, une fois que vous avez fait commander les fameux bitcoins pour payer votre rançon. Et même si tout le monde dit qu'il ne faut pas le faire, il y en a quand même beaucoup qui le font, il faut être honnête. Derrière, ils vont essayer d'utiliser les données exfiltrées pour vous voler des brevets ou exposer des informations sensibles ou altérer votre réputation. Donc, c'est aussi ça qui est important. Il y a des choses maintenant où la première étape d'une arrivée, c'est pas uniquement de chiffrer vos données pour vous donner une rançon, ça peut être beaucoup plus important, voire même des fois un peu plus grave, parce que du coup, l'atteinte à la réputation, l'atteinte à l'information, l'atteinte à votre notion de propriété intellectuelle peut être importante. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment une visibilité par rapport à ça. J'ai fait d'autres séminaires avec un hacker blanc notamment, où on disait qu'il faut vraiment avoir des informations par rapport à ça, parce que toute société maintenant est une cible. C'est ça qui est important aussi de mentionner. Il existe des organisations complètes avec des responsables RH, avec des responsables finances, avec des responsables du bien-être, qui sont des sociétés qui sont en fait des hackers. Donc il faut comprendre que ça, c'est devenu un business pour eux. Et donc, toute société est une cible, surtout si elle est assez mal protégée et qu'elle est facile à exploiter, entre guillemets. Donc, n'hésitez pas à regarder un petit peu ces exemples-là. Dans un des grands cas, là, celui qui est en bas à gauche, la grande distribution, une des solutions qu'ils ont mis en place, c'était effectivement un DLP, et on y reviendra tout à l'heure. Des commentaires par rapport à ça, Romain, ou bon, c'est plutôt des choses que tu vois au quotidien, j'imagine, enfin peut-être pas au quotidien, mais de manière régulière. C'est effectivement des choses qu'on voit de manière assez régulière, et le besoin en DLP ne cible pas forcément que des grandes entreprises. Tout le monde est concerné, les grands comme les petits. Tout le monde peut être ciblé. Ça fait pas forcément les gros titres, mais on voit régulièrement des clients revenir vers nous en nous disant j'ai eu de la fuite de données, et pourtant c'est pas la grosse ETI qui s'est fait attaquer. Donc on pourrait se croire à l'abri en étant des tout petits, alors qu'en fait pas du tout.
Oui, tout à fait. Effectivement, on le voit souvent, hein, puisque une fois de plus, on gère des sociétés de toute taille et on voit qu'avant, c'était effectivement, ils cherchaient la grande rançon ou la réputation ou le nom du client, hein. Il y a aussi une question de se faire un peu de pub en interne, hein, dans le cycle des hackers. Tout à Mais fait. là, l'idée, c'est effectivement n'importe qui est une cible. Il y a même des usines à fabriquer des ransomware, hein. On peut les acheter pour pas très cher. Bon, vraiment, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. Le point qui est aussi important, c'est on parle beaucoup des attaques, on parle beaucoup des personnes qui volent des informations chez vous, qui sont pas forcément volontaires. Il y a aussi, malheureusement, il faut le dire, hein, les équipes internes. On peut avoir quelqu'un qui est fâché de se partir de l'entreprise, ou qui pense qu'il est maltraité, ou qui veut, je sais pas moi, qui veut nuire à la réputation de son entreprise. Il peut y avoir quand même beaucoup de malveillance qui vient de l'interne. Et puis derrière, il ne faut pas oublier le fait que, je pense que ça nous est tous arrivé, hein, on a envoyé un email par hasard à la mauvaise personne avec un document qui est peut-être bizarre ou qui n'aurait pas dû sortir de l'entreprise. Ben, effectivement, il y a des choses qui peuvent être juste une erreur humaine. Donc là, l'idée, c'est effectivement de pouvoir travailler ces aspects-là. L'erreur humaine existe, hein, on est tous basés là-dessus. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Le deuxième point qui est aussi important, c'est qu'on parle beaucoup d'exfiltration d'informations qui se font via des sites Internet. Effectivement, c'est important d'essayer de pouvoir amoindrir l'exposition que l'on a par rapport à des sites de upload, des Google Drive personnels, des OneDrive personnels. Alors, il ne faut pas oublier qu'il peut y avoir aussi des échanges qui sont par email, évidemment, par transfert sur des périphériques USB, on y reviendra également tout à l'heure, ou par l'impression. D'accord. Donc là, c'est aussi intéressant de pouvoir faire que, bah, je ne sais pas, moi, si un document est confidentiel ou contient des informations sur le salaire de nos employés, bah, qu'on ne puisse pas l'imprimer sur une imprimante personnelle, par exemple. Donc, c'est des choses toutes bêtes, mais l'exfiltration de données, ce n'est pas forcément l'envoi massif de gigaoctets d'un point zip sur un Mega Drive ou un je ne sais pas quoi pour que derrière ça puisse être réinterprété. Ça peut être un peu plus sournois que ça. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir protéger. Quand on revient sur les périphériques USB, bah, je sais qu'il y a beaucoup d'EDR et d'XDR qui existent et qui vont protéger les périphériques USB notamment, qui vont les interdire. L'idée de ces solutions de DLP sur le poste de travail, c'est de pouvoir faire le niveau d'au-dessus, complémentaire à ça. Le DLP va vous permettre que, par exemple, même si le périphérique USB est autorisé par l'entreprise, on puisse mettre des règles complémentaires qui disent OK, pas de souci. Par contre, si le document qui veut être positionné sur ce périphérique USB est d'ordre secret ou confidentiel, bah, ça ne sera pas possible. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir cette couche supplémentaire au niveau du poste de travail qui complète des solutions si vous avez un EDR, si vous avez un XDR. Si vous n'en avez pas, on est aussi capable de porter ce type de technologie au niveau de la gestion des périphériques. Mais l'idée, c'est de pouvoir compléter, parce que bien souvent, les sociétés avec lesquelles on parle ont déjà un EDR de manière globale. Les autres points, hein, c'est que bah, le travail nomade existe de plus en plus, le télétravail, l'aspect on amène son propre PC. Alors, il y a une tendance à revenir en arrière sur ces deux aspects. À mon avis, c'est bien dommage. Mais bon, l'idée, c'est qu'effectivement, on a de plus en plus de périphériques qui doivent être protégés par rapport à ça, qui sont assez importants. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment d'avoir une notion d'un produit ou d'une solution qui n'est pas trop compliquée à mettre en place, qui ne stresse pas trop les utilisateurs parce que du coup, ils vont avoir des notifications, ils ne pourront pas faire leur travail de manière standard. Mais c'est effectivement quand même rajouter du contrôle par rapport à ça. Donc le dernier point est important, c'est le besoin d'un équilibre entre le contrôle et puis le fait que vous n'allez pas diminuer la capacité de productivité des équipes. Quelques commentaires par rapport à ça, Romain, ou des choses que tu as vues ou, chez les clients? Oui, c'est intéressant parce que justement on parle des erreurs humaines, malveillance, mauvaise configuration. On pourrait même en rajouter une quatrième qui est le contournement des outils par besoin d'efficacité mais au détriment de la sécurité. Et c'est aussi des choses qu'on voit chez les clients. Les clients qui sont équipés d'EDR, d'XDR, qui souvent intègrent des modules de DLP, ne couvrent pas un périmètre aussi large que celui de Netrix. Et donc les utilisateurs peuvent les contourner.
et peuvent Ouais. du coup échapper aux règles de filtrage des données et faire fuiter des données sans malveillance aucune, mais juste par souci d'aller plus vite et d'éviter des messages de rejet de la part de l'outil. Donc ça représente aussi un risque supplémentaire pour l'entreprise. Et mine de rien, c'est des choses qu'on voit assez souvent. Exactement. Un Voilà. autre cas que j'ai en tête, là, qui n'est pas mentionné ici, mais c'est juste pour le partage. J'étais à un événement la semaine dernière et en fait, les clients nous disaient vouloir quand même de plus en plus limiter l'upload de fichiers sur un chat GPT, sur Mm. un Claude, sur un Anthropic, etc., etc. Ou un Perplexity, je crois que c'est le dernier que j'ai en tête, ou un Mistral, si on veut parler français. Et Et l'idée, c'est c'est aussi un effectivement vrai ça. sujet, effectivement. Tout à fait. Ouais. Parce que quand les employés, les personnes qui utilisent, bon, on va prendre ChatGPT parce que c'est plus simple, c'est sûrement plus connu, qui veulent envoyer un document à ChatGPT et derrière que le produit fasse automatiquement ou l'IA fasse automatiquement un résumé ou leur fasse une présentation PowerPoint, ils trouvent ça super. C'est très bien d'ailleurs. D'ailleurs, c'est super. Mais le problème, c'est qu'ils ne se rendent pas forcément compte que si ce n'est pas un chat GPT entreprise, eh ben, les données vont être utilisées par l'IA et potentiellement mises à disposition par un prompt à n'importe qui. Donc c'est un peu Mm. important et donc on a de plus en plus de cas d'accord, mais est-ce que vous pouvez filtrer l'upload de fichiers sur un client IA? Et donc ça, c'est aussi des use cases qui sont assez nouveaux, mais ça justifie effectivement, comme tu Qui dis. émerge de plus en plus, ouais. Tout à fait, on le voit aussi. Ouais. Donc ça, c'est intéressant, mais ça fait partie des cas d'école. Et quand on dit ces cas d'école, si ça se trouve, dans un an, il y en aura un autre. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose qui est agile. On parle d'agilité, mais c'est aussi avoir une solution qui soit pas complexe à appréhender pour que justement vous puissiez, avec l'aide éventuelle de nos partenaires comme Tionis, traiter ce cas d'école de manière rapide. Donc qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc effectivement, les solutions, je vous ferai une petite démonstration si on a le temps tout à l'heure, mais je pense qu'on aura le temps. C'est effectivement de travailler sur la classification de données. C'est quand même très important d'avoir ces éléments-là parce qu'on va avoir les capacités d'identifier où sont les données. Dans bien des cas, les clients nous disent je veux bien protéger une donnée, mais comment la protéger si je ne la connais pas? Et c'est très vrai. Si on ne sait pas si la donnée est sensible, ça devient assez compliqué de la protéger. Et quand on parlait d'agilité, si la donnée n'est pas sensible, permettre à tout un chacun de faire ce qu'il veut avec, ce n'est pas un problème. Là encore, quand on parle d'exposition de données sensibles, c'est aussi intéressant parce que du coup, on va pouvoir essayer d'analyser si la donnée sensible est exposée de la bonne manière. Donc, pour faire simple, on a des exemples un peu bateaux, mais voilà, si c'est dans un répertoire qui est correctement protégé avec le groupe finance qui a uniquement l'accès à ce répertoire et que 100% des données financières sont dans ce répertoire, tout va bien. Mais en tous les cas, est-ce qu'on le sait? C'est ça qui est important. Est-ce que par hasard, il n'y aurait pas un canal Teams sur lequel on aurait mis une donnée financière qu'on a laissé à tout vent parce que c'était un projet important qu'il fallait qu'on traite rapidement et puis 6 mois, 1 an, 2 ans plus tard, le fichier est toujours là et il est toujours exposé à tout vent. Donc, c'est ces points-là qui sont assez intéressants. Et donc, du coup, c'est vraiment d'avoir la capacité de traiter ces données sensibles et surtout de savoir si elles sont exposées de la bonne manière et si on sait où elles sont. Quand on parle de données sensibles, ça peut être n'importe quoi. On y reviendra avec Romain, j'imagine, mais ça peut être des données personnelles, ça peut être des données liées à des régulations extérieures. Donc, on peut parler de PCI DSS, RGPD, évidemment. Ça peut être des données IBAN, ça peut être énormément de choses. Ça peut être aussi des choses qui vous sont propres. Donc, ce qui est intéressant dans le produit, c'est qu'on va pouvoir traiter ce qui s'appelle des taxonomies. On va en fournir plusieurs centaines, mais l'idée aussi du produit, c'est de vous pouvoir de créer les vôtres. Il existe des sites où on fait des taxonomies, on peut importer des taxonomies sur lesquelles on a des informations importantes. Des partenaires comme Tionis sont capables de vous accompagner pour bien calibrer la taxonomie pour qu'elle recherche les bonnes informations. Donc ça peut être un brevet, ça peut être des plans, ça peut être, je ne sais pas, ce que vous imaginez. Ça peut être vos contrats. C'est vrai que c'est assez intéressant de pouvoir les mentionner.
Donc là, En l'idée, fait, c'est on le pourrait premier point. attribuer le type de données à tout ce qui représente de la valeur pour votre entreprise. Tout ce qui a de la valeur pour votre entreprise doit être considéré comme de la donnée sensible. Et quelle que soit votre activité, si vous êtes une mutuelle et que vous avez des données de sécurité sociale, de carte d'identité, de RIB et de machin, c'est la valeur de votre entreprise. Si vous êtes une société d'architectes, c'est les plans que vous voulez vendre à vos clients qui représentent la valeur de votre entreprise. Donc c'est toutes ces données-là qu'il est impératif de protéger. Ouais, exactement, c'est un bon point. Le deuxième point, c'est effectivement, c'est faire un petit peu de nettoyage au passage. Hein. Si on a trop de données qui sont exposées et qui servent à rien, essayer de pouvoir travailler le point et puis faire un peu de nettoyage. Alors, le nettoyage, hein, ça peut être pour essayer de ne pas surexposer des données qui ne servent à rien. Donc, c'est le deuxième point. Un exemple tout bête, c'est juste une aparté, mais c'est par rapport au RSE. Le RSE, il y a quand même la notion d'être éco-responsable par rapport à l'utilisation de l'informatique. Ça peut être aussi un point intéressant. Alors, c'est en dehors de la classification de données, mais les données qui ne servent à rien, qui n'ont jamais été accédées depuis 2-3 ans, on peut se demander que par rapport au RSE ou par rapport à la capacité de stockage ou j'en sais rien, vous allez pouvoir aussi diminuer ces aspects-là. Donc, là aussi, l'intérêt, c'est quand on a des données qui ne sont pas accédées depuis de nombreuses années et qui sont sensibles, si on peut les mettre ailleurs ou les traiter différemment ou les supprimer, hein, ça permet de réduire la surface d'attaque de manière assez importante. Donc, on verra aussi que Netrix Data Classification est capable de faire ce type de trajet. Et puis, le dernier point, hein, c'est de pouvoir s'assurer qu'on respecte bien les règles qui sont soumises par des législations extérieures ou des conformités qui sont à appliquer dans l'entreprise. Donc là encore, hein, ça peut être aussi important de travailler ça. On a aussi des assurances cyber, hein, des cyberassurances qui demandent aux utilisateurs de pouvoir bien classifier les données. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir tout ça de manière très simple. Donc voilà la première partie. La première partie est super importante. Ce qui est assez vrai, c'est que du coup, là, on ne va traiter que les données qui sont stockées. C'est ça qui est important. Donc, on va traiter les données qu'elles soient stockées dans le cloud, chez vous ou ailleurs, ou dans un multi-cloud. Mais là, l'idée, c'est d'avoir aussi des informations sur les données en mouvement. Et c'est pour ça que pour nous, l'information doit être aussi traitée par rapport à ce qui se passe sur le poste de travail. Donc, l'important par rapport à ça, c'est de se dire que on va essayer de stopper ou d'arrêter la perte de données. Alors, plus exactement, c'est plutôt de l'exfiltration de données. Hein. En tous les cas, tout ce qui est communiqué vers l'extérieur, c'est de pouvoir se dire qu'on va pouvoir travailler une protection par rapport à ces informations qui peuvent être sensibles. Et comme tu disais, Romain, l'information sensible, c'est tout ce qui fait gagner de l'argent à la société. Hein. Donc, c'est pas compliqué, hein. C'est pas compliqué à comprendre. Le point qui est important aussi, c'est que c'est une solution qui est multi-OS. Parce que dans bien des cas, dans les entreprises, vous allez me dire, oui, moi j'ai que du Windows. Donc, très bien, hein, si vous avez que du Windows. Mais en général, il y a le VIP ou il y a d'autres personnes qui ont peut-être un Mac. Vous avez peut-être une machine en kiosque qui fonctionne sous Linux. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'avoir des solutions qui vous apportent le même niveau fonctionnel, quel que soit l'OS du poste de travail. C'est ce qu'on fait. C'est ce qu'on fait au niveau uniquement du poste de travail. Donc, je veux que ce soit clair aussi au niveau de la conversation. On n'a pas de solution de DLP cloud. On n'a pas non plus pour les smartphones. Là, on se concentre uniquement sur les postes de travail par rapport aux informations qui fuitent et qui sont traitées. Là, l'intéressant, c'est qu'on va pouvoir contrôler tout ce qui se passe sur le poste de travail. Donc, toute activité fichier sur le poste de travail va être loguée, sur laquelle vous allez pouvoir lancer des alertes. Donc, loguer, vous allez pouvoir savoir un petit peu ce qui se passe sur le poste de travail, notamment par rapport à la cartographie des données sensibles. Mais vous allez aussi pouvoir savoir ce qui s'y passe en termes de sortie de ce document sur les environnements dès qu'ils sortent du poste de travail. Donc là encore, hein, ça peut être des sources d'inquiétude ou des sources de confirmation du fait que tout se passe bien. Donc ça, c'est un premier point. C'est au moins savoir ce qui se passe sur les données en mouvement, hein, j'y reviens sur ce terme-là, et qui permet d'avoir une belle visibilité de tous les mouvements de vos fichiers sur votre environnement. Donc là, on va parler effectivement de tout ce qui se passe sur les transferts, tout ce qui se passe sur le cloud, tout ce qui se passe sur les emails, alors que ce soit sur des clients lourds ou des clients légers, hein, puisqu'on sait traiter les deux. Et puis, ça part aussi du principe du contrôle des périphériques.
Là, c'est un des points qui est important, je l'ai mentionné déjà, je le répète, hein, c'est s'assurer que on va pouvoir interdire l'usage de périphériques en fonction de leur typologie, en fonction de l'acceptance qu'on a au niveau de l'entreprise, mais aussi en fonction de la donnée ou du fichier qui va être transféré sur ce périphérique. Donc c'est ça qui est important, c'est vraiment le niveau supplémentaire par rapport à ce qu'on peut faire. Et comme tu disais, Romain, ce n'est pas forcément des choses que les EDR traitent. Enfin, je ne connais pas forcément les EDR, mais toi, tu connais un peu mieux que moi. Donc, c'est des points qui sont un petit peu moins bien gérés sur les EDR, c'est ça? Ouais, la couverture est pas la même. La D'accord. couverture est pas la même. Le DR de votre poste va se concentrer sur les outils qui sont installés sur le poste et va pas forcément aller chercher sur ce qui se passe en dehors de ces outils. Et Ouais. pour vous donner un exemple concret de ce que nous on a rencontré dernièrement, c'est des utilisateurs qui, pour contourner la politique de DLP de la boîte mail Outlook installée sur le poste, utilisaient la boîte mail Outlook de leur navigateur, qui était complètement invisible aux yeux de l'EDR. Et donc du coup, ils pouvaient contourner les politiques, donc la société était exposée. Bon exemple. Et le dernier point, c'est effectivement, hein, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir, puisque c'est quelque chose qu'on installe sur le poste de travail, hein, on va pouvoir traiter tous les cas, quel que soit le niveau de connectivité. Hein, donc, on n'est pas soumis à l'activation d'un VPN ou à l'activation d'une connexion réseau. C'est quelque chose qui fonctionne quoi qu'il arrive ou tout le temps et qui nous permet de traiter ces points-là uniquement basés sur ce qui se passe sur le poste de travail et pas forcément en fonction de son niveau de connectivité sur entreprise ou sur Internet ou ce genre de choses. Donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, on a une capacité de gérer hors réseau tous ces mouvements de fichiers sur le poste de travail. Donc voilà ce qu'on fait. Je voulais peut-être passer sur une petite démonstration. En même temps, je regarde s'il y a des questions. Je n'ai pas l'impression qu'il y en ait. Et j'ai un petit souci avec l'interface. Je vais essayer. Ouais. Je reviens et je vais arriver sur la présentation. C'est bon, on voit mon écran? Oui. Très bien. C'est tout bon. Ok, donc le premier effectivement des solutions, la première des solutions qu'on voulait mettre en avant aujourd'hui, c'est Netrix Data Classification. C'est une solution qui est excessivement facile à mettre en place. C'est une machine qui va aller scanner tous vos espaces de stockage et sur lequel on va pouvoir analyser tous les documents. Et quand on regarde un petit peu au niveau de la configuration, ce qu'on va faire, c'est effectivement de voir quels sont les systèmes qu'on va gérer et qu'on va travailler. Quelles sont les communications, les métadatas, etc., etc. Donc, on va d'abord déclarer les sources. Une fois de plus, hein, ça peut être des sources autour de données non structurées. Donc, ça peut être des serveurs de fichiers, ça peut être des SharePoint, mais ça peut être aussi des données structurées, donc plus exactement appelées des bases de données. Donc là, c'est assez intéressant parce qu'on va pouvoir demander à l'outil de rajouter des sources et derrière de savoir comment il va les rajouter et comment on va travailler ces éléments. Là, ok, c'est un peu, l'interface est un peu énorme, mais on va chercher vraiment des informations sur tous ces éléments-là. Et comme vous le voyez, on est à la fois capable de faire des solutions on-prem, hein, donc du serveur ou ce genre de choses, mais ou du SQL Server comment dirais-je, en on-prem. Mais là, ça peut être aussi des choses qui sont cloud, comme du Exchange, du SharePoint, du Google Drive et du Box. Donc, on est assez orienté sur du multi-cloud, ce qui permet vraiment d'avoir une bonne visibilité par rapport à tout ce qui se passe. Donc là, c'est assez intéressant et ça permet vraiment d'avoir des informations sur tout ce qui se passe sur votre environnement. La deuxième chose qu'on va lui donner, c'est les fameuses taxonomies. Les taxonomies, c'est effectivement tout ce qu'on est capable avec l'outil de détecter. Donc on en fournit plusieurs, hein, donc on voit un petit peu tous les éléments qu'on a, mais on va pouvoir travailler l'endroit où on a trouvé des éléments. Donc là, je lui ai demandé de scanner sur les numéros de sécurité sociale US, des données plutôt que de cartes bancaires. Et là, on voit qu'il y a des choses qui sont assez intéressantes par rapport à ça. On pourrait aller chercher ailleurs, et donc sur des informations qui sont financières ou ce genre de choses. Donc là, on a de l'IBAN, de l'US, des comptes bancaires US. Ce qui est aussi intéressant, il ne faut pas l'oublier, c'est qu'une donnée sensible, comme le disait Romain, c'est n'importe quoi qui vous fait travailler. Donc ça peut être aussi les mots de passe qui sont stockés. D'accord? Donc les clés SSH, les mots de passe, etc., etc. On va pouvoir avoir à chaque fois des éléments
Et vous voyez qu'à chaque fois, on soumet et on affiche des éléments qui sont ceux que vous voulez. Quand on va regarder un petit peu GDPR, bon là, voilà, on a les numéros d'identité estonien, allemand, lituanien, etc., etc. Et une fois de plus, on a tout ce qui se passe au niveau des éléments là. Donc, si je recherche sur la France, voilà, on a quelques éléments de ce qu'on est capable de faire. Ce qui est aussi important ici, c'est qu'on est capable, nous, de les travailler directement et on est capable, avec nos partenaires, de vous aider à les travailler, ces éléments-là. Donc, ce n'est pas forcément des choses qui sont compliquées. Quand on regarde un petit peu les settings sur les taxonomies, bon, on voit un peu qu'on est capable de définir les settings, les rôles, etc. et de travailler un petit peu ces points qui sont autour de la définition des taxonomies. Donc l'idée, c'est effectivement de pouvoir vous aider par rapport à ça et de voir un petit peu derrière si vous avez une bonne compréhension de ces éléments-là. À la fin, ça arrive sur une analyse par rapport au rapport. Et donc là, on va pouvoir avoir tous les éléments. Donc là, dans mon lab, qui n'est pas forcément très important, hein, j'ai 1102 fichiers, mais j'en ai 1095 qui sont sensibles et on voit qu'ils sont plutôt, ces fichiers, dans un répertoire 999. Donc une fois de plus, c'est bien, hein, parce que l'idée, c'est que si vous aviez tous vos documents sensibles qui sont dans un répertoire qui s'appelle accounting et que derrière, il est correctement mis en termes de permission, bah, tout va bien, c'est parfait, il n'y a pas de souci. C'est uniquement si on avait des éléments qui seraient un peu plus importants et qui ne devraient pas se trouver là, notamment par exemple sur le SharePoint, bah, ça permet d'avoir des éléments qui sont simples. Donc là, on a 6. Et l'idée, c'est d'avoir vraiment des choses qui sont importantes et qu'on va pouvoir derrière identifier. Ce qui est aussi intéressant avec Netrix Data Classification, c'est que vous avez la possibilité de remédier sur ces situations-là. La remédiation peut être de déplacer le fichier, peut être de supprimer le fichier, ou alors peut être de taguer le fichier pour qu'il soit ensuite identifié par tous les outils de protection que vous avez comme étant sensible. Donc ça, c'est important parce qu'on parle beaucoup de solutions Microsoft comme Purview. Alors, il y en a des gens qui l'appellent AIP, MIP ou Purview. Ça dépend un petit peu du niveau de connaissance et de ce que vous avez compris de la démarche Microsoft. Mais il y a des solutions chez Microsoft en Cloud DLP qui permettent effectivement de sécuriser la sortie de documents quand elle passe par le cloud. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir nous instrumenter le tag au niveau de la plateforme Microsoft pour qu'elle soit comprise et interceptée. Au niveau financier, vous n'avez pas besoin de licence E5, vous avez besoin juste d'une licence E3, parce qu'on va nous faire le tagging de manière personnalisée. Mais ça marche aussi sur Google Labeling, si vous avez Google, et ça marche aussi sur le positionnement des métadatas, si c'est ces informations qui sont on-prem. Donc l'intérêt ici, c'est d'avoir la même façon de identifier et de marquer le fichier pour qu'il soit reconnu de toutes les situations et de toutes les solutions. Donc l'idée, c'est qu'on a vraiment tous ces éléments-là. Hein, donc on a ces points-là qui sont visibles. Et ce qui est assez intéressant ici, c'est qu'on va pouvoir cumuler, vous avez vu, les informations qui sont trop anciennes. Donc là, dans mon exemple, hein, parce qu'une fois de plus, c'est un lab qu'on utilise depuis quelques temps, on voit que principalement, mes données sensibles ont plus de 3 ans d'existence. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment de se poser la question, est-ce que c'est vraiment nécessaire? Alors, chez vous, ce sera beaucoup plus équilibré, évidemment, hein, parce que vous avez des données qui sont modifiées tout le temps. Mais là, l'idée, c'est vraiment d'avoir une visibilité sur tout ce qui se passe par rapport à ça. Donc là, c'est le principal intérêt de l'analyse. Alors après, on a énormément d'informations hein, par rapport à la distribution du contenu, par rapport à tout ça, mais c'est vraiment d'avoir tous ces points-là qui sont assez intéressants par rapport à j'identifie où sont mes données sensibles, je fais quelque chose par rapport à la surexposition éventuelle de ces données sensibles, ou en tous les cas, je peux les marquer comme étant sensibles si je le souhaite. Des points par rapport à des usages que tu voulais rajouter, Romain? Non, pas de point sur les usages à rajouter. Par contre, peut-être partager un petit peu l'expérience terrain qu'on a, c'est que c'est une solution qui déclenche beaucoup d'intérêt chez nos clients parce que la multiplication des canaux de stockage fait que les données se perdent et se retrouvent un peu partout. Et très souvent, quand on arrive chez les clients, aucun ne sont capables de nous dire
où est-ce qu'elles sont stockées, comment elles sont surveillées, et quand on présente data classification, ce qui marche beaucoup, c'est déjà cette notion de taxonomie préenregistrée qui permet de mettre l'outil en fonction assez rapidement et de commencer très vite à faire de la remédiation. Et puis derrière, le côté tuning qui apporte beaucoup d'avantages, qui permet du coup de se synchroniser, ouais, on va dire comme ça, synchroniser avec l'activité du client et vraiment cibler les données qui lui concernent, qui sont vraiment essentielles pour lui. Donc, du coup, c'est Ouais. un outil qui marche très très bien. Un Voilà. deuxième point que j'ai oublié de mentionner au niveau technique, hein, c'est que c'est un outil qui n'a pas besoin d'agent. Donc c'est vrai que quand on veut essayer de voir un petit peu, découvrir un petit peu l'étendue, j'ai envie de dire l'étendue des dégâts, mais j'ai pas d'autre terme en tête, et qu'on veut un petit peu voir où on en est, il n'y a pas besoin d'agent, il n'y a pas besoin de technologie lourde à installer. On installe la data classification, on lui dit où aller chercher l'information. Ça prend un peu de temps évidemment, parce que comme vous le voyez ou comme vous l'imaginez, il va bien falloir que on lise les documents pour savoir s'ils sont sensibles ou pas. Mais une fois que ce temps est passé, on a vraiment une cartographie tout à fait complète et un tableau de bord complet de ce qui se passe dans votre environnement avec toutes les sources d'informations que vous avez spécifiées, sans agent. Donc effectivement, ça peut être très sympathique d'avoir cet état des lieux de manière très rapide. Donc une fois qu'on a ça, mais pas forcément, parce que les deux sont intégrés, mais les deux ne sont pas forcément liés, il y a effectivement de savoir ce qui se passe au niveau du poste de travail. Alors pour revenir sur mon introduction, pourquoi c'est pas forcément lié, mais que c'est quand même intégré, c'est comme je vous le disais, du coup, quand on a un document qui est déjà labellisé par Data Classification comme étant sensible, évidemment, la solution de DLP sur le poste de travail va l'intercepter, va la comprendre, cette information, et il va appliquer ses règles par rapport à tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant. Maintenant, ce qui est aussi intéressant, c'est que si vous ne profitez pas d'une solution de classification de données, que ce soit Netflix Data Classification ou d'autres, l'idée c'est que la solution de DLP, elle, va pouvoir aussi identifier les documents à la volée. D'accord? Donc c'est assez intéressant parce que du coup, vous allez voir vraiment, vous pouvez commencer par la solution qui vous intéresse et par rapport à vos priorités, votre budget ou la bande passante de vos équipes. Donc la deuxième solution s'appelle Endpoint Protector. Je vais me reconnecter dessus. En termes d'intégration, c'est encore plus simple que Data Classification parce que c'est une solution qui est sur une appliance virtuelle et vu le login que j'utilise, vous savez qu'elle n'est pas sous Windows. Mais l'idée, c'est qu'effectivement, on va pouvoir avoir une interface qui vous permet de définir tout ce que vous souhaitez faire. Alors, ce qui est assez intéressant sur cette interface, c'est comme vous le voyez sur la gauche, on a à chaque fois les options qui sont possibles dans le produit. Je vous expliquerai rapidement. Mais on a aussi tout de suite un état des lieux de toutes les postes de travail qui sont disponibles. Moi, ce qui m'intéresse aussi de vous montrer, c'est que c'est une solution qui existe depuis très, très longtemps. C'est une solution qui existe depuis à peu près 20 ans, je crois. Et ce qui est assez intéressant, c'est que on va évidemment installer des agents sur les postes de travail, mais on peut aussi les installer manuellement. Donc sur la même interface, là, je ne sais pas si vous avez vu, c'est pas du HTTPS, c'est du HTTP. On va pouvoir aller manuellement installer des agents sur les postes de travail. Alors très intéressant si par exemple vous avez des postes de travail complètement en dehors de votre sphère d'influence, notamment je sais pas moi, des partenaires extérieurs, des infogéreurs, ce genre de choses, et vous dites tu peux pas rentrer chez moi tant que tu n'as pas installé cet outil-là. Maintenant, évidemment, ce produit se déploie via n'importe quelle solution de déploiement. Hein. Ça peut être des GPO, ça peut être n'importe quoi. Là, ce qui m'intéresse ici, c'est de vous montrer qu'on supporte jusqu'à des Windows. C'est quoi le plus vieux? Vista? Je ne sais plus. Mais l'idée, c'est effectivement d'avoir des supports qui Windows XP, je pense que c'est le plus vieux. C'est XP le plus vieux, c'est XP. Merci, j'ai oublié. Mais l'idée, c'est effectivement de se dire, voilà, même si l'OS n'est plus supporté par l'éditeur, on est capable d'avoir une protection. Alors pourquoi c'est important? Parce que il y a pas mal de nos clients qui ont encore des Windows XP parce que c'est des machines particulières qui travaillent sur des choses particulières et ça peut être aussi important que si elles sont mal utilisées, on puisse s'assurer qu'il n'y a pas d'exfiltration de données qui passe par ce biais. On va plus penser à la malveillance interne, personne fâchée, penser à l'attaquant qui, lui, s'il trouve une machine XP qui traîne et qui est facilement accessible, il va passer par là pour sortir les données. De la même manière, bon, c'est un peu moins connu, mais si on regarde un petit peu les versions de macOS, c'est assez âgé. Et c'est la même chose pour les machines Linux. Là, on regarde aussi, on supporte la majeure partie de toutes les éditions Linux.
Donc là aussi, vous avez la possibilité d'avoir quelque chose qui est très, très, très en avance de phase et qui offre le même niveau de fonctionnel, quel que soit l'OS. Bon, revenons sur l'interface d'administration. Cette interface d'administration, elle est effectivement disponible tout de suite. Donc, vous avez, vous, en fonction des accès, vos droits, hein, l'accès à toutes ces fonctionnalités. On est capable de définir aussi la langue. Donc là, la bonne nouvelle, c'est que c'est disponible en français. Pourquoi c'est important? Parce que sur le poste de travail, quand vous allez installer un Endpoint Protector pour les utilisateurs, ils vont avoir, eux, un petit client avec une interface qui va communiquer sur pourquoi le document a été stoppé et pourquoi c'est pas normal. Donc là, l'intérêt, c'est quand même que ça puisse s'afficher dans leur langue. C'est quand même quelque chose que tout le monde attend et ça me paraît tout à fait normal qu'on l'ait également. Bon, ça veut dire aussi que l'interface d'administration que j'utilise maintenant, elle est également, elle est également disponible. Voilà. Et donc, du coup, on va pouvoir travailler sur ces points-là de manière assez simple. Bon, quand on regarde un petit peu le contrôle de dispositif, l'idée, c'est de pouvoir voir un petit peu quels sont les périphériques qui sont connectés. Là, l'intérêt aussi, par rapport au même principe que data classification, c'est qu'au fur et à mesure que vos postes de travail recevront le client, Endpoint Protector, ou l'agent Endpoint Protector, alors vous allez avoir un audit complet de tout ce qui se passe sur les postes de travail. Donc là, par exemple, on voit Paul Cannon, qui se connecte sur la station de travail WS04. On n'a que 2 périphériques, c'est un audio et puis un clavier. Mais là, on va pouvoir lister de manière complètement générique tous ces éléments qui vont pouvoir être traités. Et derrière, on va pouvoir créer des actions. Alors, ce n'est pas le but d'aujourd'hui, hein, mais c'est vraiment de dire, bon, voilà, je vais interdire, autoriser par rapport à des utilisateurs, par rapport à des ordinateurs, par rapport à des OS ou par rapport à des périphériques. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir travailler, si vous n'avez pas un EDR, cette fonction de travailler le contrôle des périphériques extérieurs, enfin connectés. Mais bon, l'idée, c'est qu'on est capable de le faire également parce qu'on a cet agent qui, de toute façon, est là. Donc, si vous souhaitez qu'on active cette fonctionnalité, on est capable de le faire. Ce qui est plus important, finalement, c'est la protection de contenu. C'est là où, véritablement, on va avoir le travail autour de la protection de contenu et du tableau de bord, voir un petit peu où on en est, quels sont les transferts de fichiers et quels sont les éléments qui ont été interdits. Donc là encore, bon, mon lab, il n'y a pas grand-chose comme activité, je suis désolé pour ça, mais là on verrait les utilisateurs qui ont fait le plus de sorties de documents qui sont sensibles, que c'est été autorisé ou pas. D'accord. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir cette visibilité-là par rapport à tous ces points-là et que vous ayez vraiment une documentation complète par rapport à ça. Le deuxième point qui est important, c'est qu'on va pouvoir voir aussi tout ce qui se passe au niveau des politiques et ces points-là, et éventuellement envoyer des alertes. Donc évidemment, ce produit est compatible avec des SIEM, des solutions SIEM, n'importe lesquelles d'ailleurs, ou toutes, je devrais dire, et de travailler ces éléments de contenu par rapport à des alertes et par rapport à des remontées d'informations. On a un générateur de rapports aussi et d'analyse et d'alerte, hein. Mais bon, en général, ce qu'on veut, c'est intégrer avec une solution qui existe déjà. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir créer une politique personnalisée et où les outiller. Ce que je vais faire ici, c'est peut-être je vais en créer une à partir de 0 pour vous montrer un petit peu à quel point c'est pas compliqué. Donc, je vais le faire sur des environnements. Là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir dire sur quel OS on veut le mettre en place, quel est le nom de la politique, est-ce qu'on veut bloquer et rapporter, donc loguer l'événement et bloquer, juste rapporter, juste bloquer. Et on a une fonction qui est assez intéressante, c'est qu'on va pouvoir bloquer et si l'utilisateur le souhaite, il va pouvoir demander une exception. Donc, quand il va vouloir positionner ou envoyer un document, l'outil va dire bah non, c'est interdit. Par contre, si tu veux, explique-nous pourquoi tu veux le faire. Et l'intérêt, c'est que ça arrive au manager ou ça arrive à l'IT en disant bah voilà, Anthony a voulu sortir un document, voilà son explication, est-ce que vous l'autorisez ou pas? Et donc l'intérêt, c'est qu'une fois que c'est autorisé, on reçoit une notification et Anthony peut refaire sa sortie de document si ça a été autorisé. Donc là, c'est assez intéressant en termes de capacité de ne pas forcément bloquer pour bloquer, mais laisser l'utilisateur demander une exception. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir aussi dire quels sont les points de sortie qu'on va surveiller. D'accord. Donc là, on va pouvoir faire les navigateurs. Donc, ce serait le traitement que tu as dit ou l'exemple de ce que tu as dit, Romain,
par rapport à ces éléments-là. Donc, on va surveiller tous les navigateurs, éventuellement les clients lourds de messagerie, les clients lourds de cloud services, hein, et puis évidemment les clients lourds de médias sociaux. Donc là, on va rajouter très prochainement ce que je disais sur les chat GPT, etc. Mais en général, il suffit qu'on puisse travailler sur l'URL et ça marche très bien. On va pouvoir aussi interdire des dispositifs de stockage, l'utilisation du clipboard, et puis par exemple, surveiller tout ce qui se passe sur les imprimantes. Quand on fait ça, on surveille toutes les imprimantes, qu'elles soient Wi-Fi, connectées, Bluetooth, etc. Et derrière, on va pouvoir travailler tout ce qui est interdit. D'accord. Donc, est-ce que je veux checker tous les types de fichiers? Est-ce que je veux éventuellement interdire tous les codes sources? D'accord. Donc, je suis une société de développeurs, on développe plutôt en C#, on va pouvoir le faire ici. Donc là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir détecter automatiquement des sorties de documents sur tous les types de fichiers. Ou alors des contenus prédéfinis. Et là, on retourne sur des taxonomies qu'on a vu sur le premier outil, data classification. Là, il propose la même chose. Donc, si je veux interdire toute sortie de documents ou de numéros Amex, je vais pouvoir le faire, ou l'IBAN, et je vais pouvoir travailler comme ça de manière très simple ce que je veux interdire. Et le contenu, c'est là où on va pouvoir définir ses propres taxonomies et avoir le dictionnaire qui sont différents. Vous voyez qu'on peut faire énormément de choses. Ce qui marche beaucoup, c'est les URL. Donc là, par exemple, cette fois-ci, en URL, on pourrait tout interdire, sauf l'URL qui est en fait celle du OneDrive de l'entreprise, par exemple. Donc là, c'est intéressant. Donc, vous avez vraiment cette notion de whitelist, liste noire et liste blanche qui sont assez intéressants parce que du coup, vous allez pouvoir travailler sur l'un ou l'autre de ces solutions-là. Donc là, l'idée, c'est vraiment de faire ça et d'avoir des politiques de contenu qui sont définies. Quand je reviens sur mon tableau de bord, je vous remontre ici. Et derrière, on va pouvoir générer quelles sont les sources, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui a été notifié. Et puis derrière, de savoir si on va travailler des blocages ou pas des blocages. Cette petite flèche ici intègre cette notion de priorité. Parce qu'en fonction des cas et des politiques, vous pouvez avoir des cas qui sont plus prioritaires que d'autres. Très rapide parce qu'on arrive à la fin de ça, à la fin du séminaire. On a la même chose au niveau de l'e-discovery. Alors, je vais juste arrêter 2 secondes là-dessus. On voyait le data classification, c'était sur des informations qui étaient stockées sur des espaces de stockage. Ce qu'on oublie souvent, c'est que la classification de données, il peut y avoir des données sensibles sur les postes de travail. L'exemple tout bête, un peu ancien, parce que je ne suis pas forcément très jeune, c'est que moi, je connaissais des gens qui, quand ils devaient travailler sur un document, c'est un peu moins vrai maintenant, mais si c'est sur un serveur de fichiers, ils mettaient une copie sur leur bureau, d'accord, travaillaient dessus, et peut-être qu'avec un peu de chance, ils remettaient ce document sur le répertoire, sur le serveur de fichiers. Mais dans bien des cas, quand vous regardiez le bureau de vos collègues, il y avait plein de documents de travail qui faisaient finalement ce qui était finalement le bureau de travail, le bureau de l'utilisateur. Là, l'intérêt avec le e-discovery, c'est qu'on va pouvoir aussi analyser tous les fichiers qui sont contenus sur les postes de travail, que ce soit le bureau dans mon exemple ou que ce soit n'importe quel espace de stockage du poste de travail. Et là, l'intérêt, c'est qu'on va pouvoir y travailler des règles. Donc, soit alerter l'utilisateur, alors soit déjà vous alerter avec une vision de rapport sur tout ce qui est stocké sur les postes de travail qui ne devrait pas s'y trouver, soit alerter l'utilisateur. L'utilisateur, on va pouvoir lui envoyer un petit pop-up en disant il y a quand même des documents qui sont chez toi mais qui ne sont pas bons, qui ne correspondent pas à la politique. Donc là, on va pouvoir faire des analyses ici, on le verra là. Et l'intérêt aussi, c'est qu'on va pouvoir lui dire aussi, bon, voilà, qu'est-ce qu'on fait et vous allez pouvoir définir une action. Cette action peut être soit de supprimer le fichier, bon, avec des éventuels dommages collatéraux. Ça peut être aussi de renforcer le cryptage. Donc, on va pouvoir appliquer des règles de chiffrement sur les documents qui sont là. Donc ça peut être assez intéressant parce que soit sur les données sensibles qui sont sur le poste de travail, on va pouvoir réimposer ou surimprimer un autre système de chiffrage. Ça peut être aussi sur les
des périphériques extérieurs. Donc, si on arrive avec une clé USB et que le document, c'est OK pour le mettre sur cette clé, on peut aussi dire c'est OK, sauf s'il est chiffré par notre système. Donc là, l'intérêt, c'est vraiment d'avoir tout ça de manière complète. Et le dernier point qui est assez intéressant, c'est que voilà, on va pouvoir le chiffrer, le déplacer ou le supprimer, tout en mettant l'utilisateur évidemment au milieu de la décision et qu'on puisse travailler avec lui, c'est meilleure pratique. Donc voilà rapidement ce que fait le produit. On arrive au bout du séminaire, mais c'est ce que je voulais vous montrer pour aujourd'hui. Des points que j'ai oublié de mentionner, Romain? Non, assez complet pour cette partie DLP également. Je propose qu'on fasse une petite conclusion. Donc très rapidement pour conclure, donc si vous avez, enfin, pour résumer ce qui a été présenté aujourd'hui, vous avez deux solutions qui vous sont présentées, une qui vous permet de gérer vos données sensibles et de monitorer l'endroit où elles se trouvent, et une deuxième qui vous permet de s'assurer que l'édit de données sensibles ne fuite pas et ne quitte pas votre SI. Vous l'avez vu, les solutions sont quand même assez complètes. Et donc c'est là où aussi nous, Tionis, on intervient pour vous accompagner sur le tuning de ces solutions, pour vous aider à progresser et à grandir avec cette solution, et vous donner tout l'accompagnement qui va bien. Donc on intègre effectivement la solution, mais derrière on ne laisse pas forcément seul face aux différents tableaux de bord. On est aussi capable de vous accompagner sur du long terme pour que la solution évolue et aille toujours dans le sens du mieux pour la sécurité de vos données. C'est important parce que même si ces solutions sont très faciles d'usage, et elles le sont, c'est vrai qu'un accompagnement pour bien comprendre les informations à chercher, comment les identifier, comment les protéger, c'est un plus important. Et Tionis est vraiment un de nos meilleurs partenaires pour aborder tous ces sujets avec vous. Très bien, on en a fini. On n'a pas forcément de questions, donc merci d'avoir passé du temps avec nous et puis à très vite. Merci Romain. Merci Anthony.